Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars. Je tilte que c'est l'anniversaire de quelqu'un que je connais. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo parce que le portail arrive, hein, le nouveau portail du mois d'avril, et il est important que nous parlions de ce fameux portail qui va tomber. Donc en fait, ça va être le portail du sucre d'orge, de l'inconfort. Voilà, il y a plein de choses qui nous sont inconfortables et face à quoi on est un peu dans cette énergie de sucre d'orge. On est tous logés à la même enseigne, hein, on est tous concernés par ce sujet, on est tous sucre d'orge sur quelque chose. Mais on l'assume pas et on refuse de le regarder en face. Pour certaines personnes, parce que pour ceux qui adorent justement rester dans cette énergie de sucre d'orge, de fragilité, parce qu'ils en tirent un profit dans leur dalidite maladite, hein, et puis parce que, souvenez-vous de cette phrase qui était tombée il y a 2 semaines, la fragilité préserve de prendre ses responsabilités. Comme c'est commode la fragilité, ça préserve de prendre ses responsabilités. En tout cas, tout le monde est concerné à une certaine échelle de ce côté sucre d'orge. J'aime beaucoup ce mot, je l'emploie beaucoup, et vous-même vous commencez un peu à l'utiliser. C'est bien, pourquoi? Parce qu'on n'aime pas, c'est une image qu'on n'aime pas. Souvent, on voudrait montrer qu'on est quelqu'un de fort, de solide, on n'assume pas trop nos failles, on n'assume pas trop notre vulnérabilité. C'est quelque chose qui est un peu dur à assumer. Et souvent, ce côté un petit peu sucre d'orge, on veut le cacher, on ne l'assume pas, on s'aveugle dessus. Et moi, j'aime utiliser des mots qui dérangent, parce que ça motive d'autant plus à vouloir corriger et guérir cette partie-là en nous. Si on met des mots trop jolis, si on y met trop de paillettes, on ne va pas trouver la motivation de travailler là-dessus. Le fait d'utiliser des mots comme ça qui nous dérangent, l'hypocrisie, voilà. J'aime bien utiliser des portails, des noms de portails comme ça sur des thématiques qu'on n'aime pas. Comme ça, au moins, on est motivé à y travailler. C'est à double tranchant, hein, parce que certaines personnes vont au contraire se dire « moi, je ne suis pas comme ça », ils vont faire un refus. Et vont donc se dire « moi, je ne suis pas concernée, j'écoute pas. Non, j'écoute pas les vidéos, moi, je ne suis pas concernée. » Vous voyez ? Mais peu importe, chacun son chemin. Ça veut dire que ces personnes-là écouteront les vidéos dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Peu importe, c'est leur vie à eux, c'est pas la mienne. Cela ne me regarde pas, chacun est maître de sa vie et chacun décide de quand il décidera de travailler sur lui et du nombre d'années qu'il a envie de gaspiller. Ça, c'est pas trop mon problème, hein. Je suis très détachée de ça. J'ai guéri mon syndrome de sauveur aujourd'hui. Voilà. Avant, ça me faisait mal au cœur, donc en fait, inévitablement, à chaque fois, j'avais envie d'aller convaincre l'autre que mais non, tu peux pas saboter ta vie, tu dois, voilà. Non, maintenant, je souhaite garder mon énergie pour moi et pas pour toujours, voilà, être en sacrifice avec les autres à les sauver. J'ai guéri toute cette partie de moi et franchement, comme c'est reposant, comme c'est reposant. Je vous ai préparé des vidéos sur le portail du sucre d'orge, mais visiblement celle-ci doit tomber en premier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous tourne une introduction à ce portail, qui est un portail avec beaucoup de choses à évoquer et d'angles de vue à explorer sur cette notion de sucre d'orge, qui est... Vous verrez qu'il y a plein d'angles de vue à observer. Et c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Voilà. Ce matin, je vous ai mis en phrase du jour
L'accouchement permettrait de comprendre la douleur d'un homme qui fait 38 de fièvre. C'est une petite phrase humoristique qui fait rire parce que souvent c'est un peu comme les blagues sur les Belges, enfin voilà. À une époque, on aime bien faire des blagues que l'homme ne supporte pas la douleur. Euh, c'est une blague, mais c'est pas à prendre au premier degré, c'est à prendre au second degré, bien entendu, parce que ça pourrait vite passer pour un tacle que les femmes se sentent supérieures aux hommes. Alors qu'en fait, chacun a ses failles et ça pourrait être vite une blague dérangeante. Vous voyez, donc c'est vraiment à prendre en second degré, mais il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il y a quand même beaucoup de femmes qui se sentent supérieures aux hommes. Moi, c'est quelque chose qui me dérange dans la mentalité du matriarcal. Ok, le patriarcal a été très dérangeant et très toxique, ça a fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas pour autant que les femmes doivent développer un esprit revanchard et partir dans l'autre extrême du matriarcal où on se sent supérieur à l'homme et on déblatère sur les hommes, mais on ne le fait pas vraiment en face, on va le faire plutôt de façon fourbe derrière le dos. C'est-à-dire que je déblatère derrière le dos de l'homme, mais en face de lui, je lui fais des grands sourires parce qu'en face, je peux obtenir quelque chose de lui et j'ai pas envie de perdre le profit. Donc en fait, je vais juste le faire par derrière. C'est très fourbe, on vient de sortir du portail de la fourberie. Moi, tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai un peu trop assisté dans ma vie à ce genre de schéma-là. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, qui n'est pas aligné avec moi et que je trouve pas ça lumineux, je trouve pas ça joli. J'ai pas du tout envie d'être ce genre de femme et j'ai pas du tout envie d'inculquer ce genre de choses à ma fille. J'ai pas envie que mon fils croie que les femmes déblatèrent sur le dos des hommes tout le temps. J'ai pas envie. C'est pas du tout ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Non. Non. Parce que j'aimerais pas que mon fils plus tard soit marié avec une femme qui fait ça. J'aimerais pas que ma fille devienne ce genre de pétasse. Donc inévitablement, en fonction de vos valeurs, vous faites très attention à pas être dans ce schéma-là. Voilà, inévitablement. Par contre, pour en revenir à cette phrase-là, si on la prend dans son côté humoristique et que les hommes arrivent à avoir de l'humour, l'accouchement permettrait de comprendre la douleur d'un homme qui fait 38 de fièvre. Dans l'article que j'ai mis là-dessus, j'ai expliqué on est tous sucre d'orge sur quelque chose. Oui. C'est-à-dire que même les femmes qui se moquent des hommes parce que peut-être ils se plaignent un peu sur tel ou tel sujet, elles sont sucre d'orge sur quoi? En général, elles sont sucre d'orge aussi sur autre chose. Hein. Donc en fait, c'est vraiment, on va rester sur cette note d'humour côté humoristique, mais tout le monde est sucre d'orge sur quelque chose. Les hommes peuvent faire une blague à l'inverse sur les femmes, que les femmes sont sucre d'orge sur autre chose aussi. Voilà. Hein. Voilà. On est tous un peu différents sur tout ça, mais il faut trouver sur quoi vous êtes sucre d'orge en tant qu'être humain. Sur quoi vous êtes sucre d'orge? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Moi, je sais sur quoi j'étais extrêmement sucre d'orge. Bon, déjà, je vais vous dire, moi, j'avais une liste longue. Hein. J'étais hypersensible, gamine qui rasait les murs. Vous savez, dans toutes mes vidéos, je vous ai souvent relaté sur quoi j'étais justement sucre d'orge. Hein. Donc, moi, j'ai été sucre d'orge sur plein de choses. Par contre, le point qui a été très compliqué pour moi à développer, c'était de voir les gens souffrir. C'est-à-dire voir mes enfants en souffrance, voir mes parents en souffrance, voir mes frères en souffrance, voir les gens auxquels je tiens en souffrance. Pour moi, ça a toujours été
dès que je tiens à quelqu'un, c'est extrêmement dur pour moi de le voir en souffrance. Et de ce fait-là, là, je suis très sucre d'orge là-dessus, c'est-à-dire que ça me prend tellement dans les entrailles, dans mon côté empathe, que je vais me mettre à me suradapter, à rentrer dans plein de notions de sacrifice, de suradaptation, de surprotection, de compensation, pour que l'autre rapidement ne souffre plus. Pour que rapidement l'autre ne souffre plus. Ce qui me permettait à moi, du fait que je ne le voyais plus souffrir, de retrouver un apaisement en moi. Vous voyez? Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. En tout cas, moi, ça a été une énorme racine récalcitrante à déraciner. Et je vous jure, je suis passée en travers. Je ne l'ai pas vu. Je le faisais machinalement, mais je ne l'ai pas vu. Et toute la dernière année que j'ai vécue a été ponctuée que d'événements très compliqués où j'ai dû assister au fait, et même plus qu'un an, ouais, parce que ça a peut-être commencé avec le cancer de mon père, ne faire que voir les gens souffrir en fait. Et donc j'ai vécu un entraînement intensif avec que des épreuves où je devais voir les gens les plus proches de moi souffrir. Ce qui m'a complètement transformée comme entraînement intensif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de voir les gens très proches de moi être en souffrance sans moi-même être dans le même état de souffrance qu'eux. Je ne vais pas dire que j'y prends un plaisir, faut pas déconner, mais je suis beaucoup plus solide à l'intérieur, contraction, et le fait d'être solide à l'intérieur me permet d'être un soutien et un pilier. Chose qui est extrêmement compliquée d'être ou de faire quand vous êtes vous-même dans une souffrance extrême. Je vous avais expliqué une fois dans une vidéo que j'ai fait des crises de spasmophilie à une époque de ma vie et que quand je faisais une crise de spasmophilie, ma mère était tellement en panique à côté de moi que je devais gérer sa panique à elle au lieu de gérer ma crise de spasmophilie. C'est très compliqué. Et moi, j'ai grandi dans ce genre de situation. Ce qui fait que vous mettez en retrait, vous êtes toujours en suradaptation aux autres, à ne pas les voir souffrir, et vous n'avez pas le temps de gérer vous-même vos émotions. Donc inévitablement, tout ça, j'ai dû l'apprendre sur mon chemin, et croyez-moi que ce chemin m'a littéralement transformée. C'est que je ne suis plus du tout la même sur tout ça. C'est-à-dire que je reste quelqu'un d'empathe, pas comme avant. Je suis plus une éponge. J'arrive à voir quelqu'un, j'ai de la compassion, mais je suis pas une éponge. Ce qui fait que, même vous-même, vous me le dites en consultation, je suis capable de vous entendre pleurer, être dans des états pas possibles, et moi je vais bien. Parce que parfois vous me dites, excuse-moi de pleurer. Ah non, mais t'en fais pas, ça va, hein, moi ça va. Moi j'entends des gens pleurer tous les jours. Donc vas-y, hein, raconte-moi. Voilà, aujourd'hui j'ai déployé ces racines, je ne suis plus quelqu'un d'hypersensible. Contraction. Aujourd'hui, je suis apte à faire face à bon nombre de choses qu'avant je n'étais pas capable et à voir la souffrance chez les autres. Inévitablement, en plus avec mon travail, vous pensez bien l'entraînement que j'ai vécu. Mais c'est beaucoup plus dur avec vos proches. C'est pas encore la même chose. C'est pas la même chose. Vous pouvez très bien avoir un métier d'aide
et que quand il s'agit de vos proches, là, vous ne la ramenez pas, en fait. Vous voyez? Mais ceci dit, vous avez quand même besoin de travailler cet aspect-là, parce que sinon, même dans votre travail, à un moment, ça pourrait devenir une torture pour vous, et donc vous pourriez ne plus du tout bien vivre ce travail, ou rentrer en suradaptation intense dans votre travail, et puis que le soir, vous avez tout donné. Donc le soir, quand vous rentrez chez vous, comme ça vous a demandé tellement d'efforts d'être en suradaptation au travail, à aider l'extérieur, que quand vous rentrez dans votre cellule familiale, là c'est la cata et vous n'êtes même pas capable de donner à votre famille parce que votre carafe est vide. Non, ça c'est complète. Ça, j'ai jamais commis cette erreur, donc ça va. Mais il y en a qui la commettent. C'est pour ça que, inévitablement, vous ne pouvez pas vous permettre de donner plus au travail qu'à votre cellule familiale. Bon, moi, ça, j'avais pas ce dysfonctionnement-là. C'est déjà quelque chose. Mais il y en a plein qui ont ce problème-là, oui. Mais, dès que ça touchait les miens, inévitablement, de nouveau, ce côté très maternel qui se réveillait en moi, de vouloir surprotéger, de vouloir compenser, de vouloir aider, de vouloir... Alors que la personne, elle a quelque chose à vivre et que tout est juste, elle aussi, elle doit vivre des choses qui font partie de son chemin. Voilà comment le côté sucre d'orge se traduisait chez moi. Inévitablement, les vidéos viendront montrer plusieurs façons pour essayer de vous aider à capter le côté sucre d'orge. Pourquoi les guides souhaitaient que je parle de moi en introduction? Parce que vous allez avoir cette complexité de devoir analyser durant tout ce mois certaines différences. C'est-à-dire que là, vous voyez, je viens de prendre le temps de vous parler de mon expérience personnelle. A contrario, ce matin, j'ai fait une story très intéressante, il n'y a jamais de hasard, sur le parent pervers narcissique qui, le parent pervers narcissique, ne supporte pas de voir la vulnérabilité chez ses enfants. Il ne supporte pas. Par contre, pour plein de raisons. Pourquoi ? Parce que déjà, lui-même ne sait pas gérer ses propres émotions. Donc n'attendez pas de quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions de venir vous soutenir et vous aider à gérer les vôtres. Donc inévitablement, un parent qui ne sait pas gérer ses émotions, n'attendez pas d'un parent qui ne sait pas gérer ses émotions d'être un bon soutien pour l'enfant et de lui apprendre à gérer les siennes. Non, il ne sait pas faire. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas parler chinois, n'attendez pas de lui qu'il vous apprenne à parler chinois. Ce qui va poser problème à l'enfant, inévitablement. Car ce parent, déjà, et de une, il va pas traiter le problème et il ne va pas apprendre à son enfant à gérer ses émotions. Et surtout, un pervers narcissique fonctionne sur son... Il est centré sur lui, il est auto-centré sur lui. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, en général, quand il a des enfants, c'est en étant focus que sur le positif que ça va lui rapporter. Qu'est-ce que ça va me rapporter d'avoir des enfants? Je vais pouvoir être comme tout le monde, je vais pouvoir parler des enfants en soirée, en repas de famille, sinon je me sens à l'écart. Si en plus j'arrive à les faire réussir dans la vie, je pourrais être mis en valeur et je vais pouvoir les utiliser pour être mis en valeur. Et puis en plus, l'enfant, il va me faire des câlins, il va m'aimer. Oh, ça c'est génial, je vais recevoir de l'amour, de l'adulation, ça c'est extra. Et puis, c'est gai un enfant, ouais, ça va me faire rire, ça va être plutôt sympa. En fait, lui, il regarde tout positif. Il n'anticipe pas la part négative.
c'est-à-dire l'éducation, qu'il va falloir se lever la nuit, qu'il va falloir sacrifier certains loisirs à une époque quand ils sont petits. Tout ce qui est à sacrifier, ça, il n'y pense même pas. Lui, il pense qu'à ce que ça va lui rapporter. C'est sa façon de fonctionner. Inévitablement, dans son mode d'éducation, il va être très dysfonctionnel, puisque dès qu'il faut donner un investissement et être dans cette connexion au cœur d'éduquer, de partage pour le bien-être de l'enfant, toute cette partie-là, lui, il est incapable. Il n'a pas de connexion au cœur. Lui, il est connecté au profit. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est un trouble psychique, un trouble psychiatrique où c'est une voiture sans moteur, donc n'attendez pas qu'elle démarre. Elle ne peut pas. Donc inévitablement, dans sa façon de fonctionner, c'est un parent qui tantôt essaiera d'avoir l'air normal, mais même en voulant avoir l'air normal, il y aura plein de situations où vous verrez que ça va pas en fait, ça colle pas. Et qu'à chaque fois, son côté stratège, de pas vouloir vivre un inconfort, de pas vouloir être frustré, de penser qu'à ce que ça peut lui rapporter, va ressortir. Donc en fait, un enfant, c'est l'image que j'avais utilisée ce matin en story. Imaginez le pervers narcissique qui est comme un roi et tous les êtres humains sont des fous du roi. Le fou du roi, il est là pour distraire, pour nourrir le pervers narcissique. C'est comme ça qu'il fonctionne le pervers narcissique. Les autres doivent le nourrir, lui ne sait pas se nourrir. Donc inévitablement, à un moment, un enfant qui pleure, un enfant qui va pas bien, lui, ça lui rapporte quoi en positif? Rien. C'est chiant, ça pète les couilles. Ça l'intéresse pas. Donc, un enfant qui pleure la nuit, c'est « Oh, tu fais des caprices !» Voilà. Un enfant qui pleure parce qu'il est triste, ou il n'y aura pas d'échanges verbaux. Il n'y aura pas de communication, comme moi je fais avec mes enfants. Ou quand mes enfants ont une problématique, ben parfois, voilà, conversation pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, même après une journée compliquée. J'ai eu plein de situations comme ça ces derniers temps. J'en ai eu plein. J'ai eu que ça. Ben oui, parce qu'on me préparait à ce portail-là. Donc inévitablement, ma fille qui ne voulait pas relever certains défis, qui ne voulait pas aller à l'école pour telle ou telle situation, d'ailleurs c'est aujourd'hui qu'elle passe son épreuve de jonglage en public, ça avait été décalé, elle ne voulait pas y aller pour le manquer. Je lui ai expliqué ma jeunesse, comment j'étais timide, que c'est ce qui m'a permis de sortir de ma timidité, de relever les défis, et puis elle m'a dit oui mais si on se moque de moi, donc on a parlé du regard des autres, de la moquerie, etc. Je lui ai dit quelle drôle d'idée, toi, tu te moques toi des gens qui réussissent pas? Je dis moi je me moque jamais. Donc en fait, là elle a commencé à comprendre, etc., qu'en fait elle se mettait plein de choses en tête et qu'elle se faisait des scénarios catastrophes. Voilà. Donc en fait, vous voyez, inévitablement ce genre de conversation où un parent donne et discute et donne de sa personne, montre mes points défaillants, ma vulnérabilité, les trucs compliqués que j'ai vécu dans ma vie, que moi non plus je suis pas quelqu'un de parfaite, les défis que j'ai relevés, qui n'étaient pas faciles pour moi, mais que ça m'a aidé, même si c'est inconfortable sur le coup. Un pervers narcissique, ça va pas le faire, ça lui pète les couilles. Pourquoi il irait donner 30 ou 45 minutes de sa vie à converser avec quelqu'un? Ça va pas l'intéresser. Il doit donner. Et en plus, là, t'es pas en train de faire le fou du roi, t'es pas en train de me distraire, t'es pas en train de m'aduler, et t'es pas en train de faire mon doudou, ni en train de me faire rire, donc ça me rapporte quoi, ça? Donc inévitablement, un pervers narcissique, la solution plus simple, c'est de couper court, et c'est « Oh, tu te fais des idées » ou « Oh, tu inventes », oh, voilà. Soit il va s'énerver pour stopper le moment, clore le dossier et ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Soit, ça va être
les pervers narcissiques de type grandiose, qui sont beaucoup dans la colère, le côté, voilà, hein, voilà, très, très autoritaire. Et après, il y a tous les pervers narcissiques masqués, qui sont plutôt de type, ce qu'on appelle les vulnérables. Donc c'est ce que moi j'appelle les solaires, les brebis égarées, les fragiles, vous voyez, ou les solaires aussi sont comme ça. Eh bien, eux vont utiliser des méthodes beaucoup plus fourbes. C'est-à-dire que le solaire, lui, il va dire « Oh, tu te fais des idées, oh, 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 voilà !» Lui, ce qu'il veut, c'est que rire dans la vie et être positif toxique. Donc, en fait, il va envoyer bouler. Peut-être il fera culpabiliser. Genre, il le fera culpabiliser que t'es qu'une merde. Voilà, à ressentir ça comme émotion. Voilà. Et limite, il vous ridiculisera. Donc, comme ça, au moins... ça va vous couper toute envie de revenir reparler de vos problèmes plus tard. Il a eu la paix, le dossier est clos, c'est bon. Il peut aller s'amuser, vaquer à ses occupations. Parce que là, t'es pas rigolo, en fait. Et moi, tu m'intéresses que si tu me fais rire. Vous voyez? Ensuite, il y a le pervers narcissique de type brebis égarée. Elle est très fourbe. Elle a une peur du conflit de malade. C'est pour ça qu'elle fait tout en douce, en son côté... voilà. Mais par contre, elle fait tout en arrière. Donc elle va pas savoir gérer votre problème parce qu'elle-même, elle sait pas les gérer et elle utilise les autres pour régler ses problèmes. Donc en fait, elle va pas gérer votre problème. Elle n'a rien d'un pilier, celle-ci. Donc elle va limite vous donner, détourner votre attention. C'est-à-dire, on va traiter le problème en tiens, je te donne une glace, un bonbon, bah tiens, regarde un film, allez, voilà. Comme ça, elle a la paix. C'est bon, dossier clos. On va quand même pas lui péter les couilles à demander d'être une mère, et si c'est brebis égarée type homme, à être un parent quand même, et oh, viens pas me faire chier. Donc on va clore le dossier rapidement. Voilà, allez, c'est bon, dossier clos, basta, sujet traité. Dans tous les cas, c'est ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Parce que moi, j'ai mieux à faire, moi, j'aime recevoir, mais je ne veux pas donner. Vous comprenez cette catégorie de personnes? Vous visualisez bien? Bon. La complexité, maintenant, ça va être de faire la part des choses et d'analyser avec cohérence. C'est-à-dire que si vous prenez mon exemple à moi, je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir. Puis vous prenez ces exemples de ces personnes-là. Il y a une différence qui apparaît, c'est que dans mon cas, moi, je donnais trop, et moi, c'était pas question de tu me déranges, c'est question de je ne supporte pas de te voir souffrir, donc je rentre en hyper adaptation, limite je vais faire à ta place, je vais t'hyper protéger, parce que c'est trop dur pour moi. Mais il y a un investissement dans le donner, qui est différent de l'autre catégorie, qui est ne me dérange pas, et je ne vais pas te donner. Je n'ai pas envie de te donner. Dans le meilleur des cas, il y a eu je te donne, je vais te faire rire 30 secondes pour détourner la conversation, ou je te donne un bonbon ou une glace. L'investissement, il est quand même... c'est pas un don de qualité, hein. C'est quand même très rapide, très facile, il n'y a pas d'investissement dans le donner. Est-ce que vous commencez à voir la différence? Parce que c'est là-dessus que vous allez devoir regarder. La différence dans le donner. Est-ce qu'il y a un vrai engagement, investissement ou... non, c'est très superficiel et il n'y a que dalle en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez d'amalgame. Ça serait dangereux pour vous que vous fassiez un amalgame et que vous mettiez tout le monde, à cause des rigides qui mettent tout le monde dans le même panier et qui n'analysent pas, que vous mettiez tout dans le même panier. Non, vous allez devoir avoir une capacité d'analyse. J'essaye à fond de vous faire travailler votre capacité d'analyse
pour essayer d'analyser dans la globalité ces différentes situations. Et pas mélanger non plus et pas faire d'amalgame entre ceux qui donnent beaucoup au travail pour être adulés, impressionnés au travail, mais qui chez eux ne donnent absolument pas à leur famille. Car là aussi, malheureusement, les personnes toxiques, la vitrine en apparence. Donc ils peuvent en apparence avoir l'air de quelqu'un de bien, de bon, mais c'est par profit, parce que là, ils investissent dans leur vitrine pour être aimés. Exemple, je vais redonner quelques cas très typiques. Je ne sais plus qui en coaching m'avait dit, mon grand-père faisait une association, il était président d'une association pour l'abbé Pierre, etc. Il donnait beaucoup, mais derrière, c'était un pédophile à la maison. D'ailleurs, les histoires de l'abbé Pierre, no comment. Quand même des dossiers qui sortent. Ensuite, il y a par exemple, ma mère faisait le catéchisme, mais ouais, d'extérieur, tout le monde se disait elle est géniale. Ah non, à la maison, c'était une vraie connasse. Il y en a certains, ma mère était instite, mais avec nous, elle était, putain, à la maison, waouh. Méfiez-vous de tout ça. Méfiez-vous de tout ça. Et vous allez devoir aller rechercher un peu, quand j'aime pas le mot autour de vous, parce que je vous demande pas d'aller analyser la terre entière. Ce que vous devez analyser, c'est votre histoire à vous. Donc essayez d'observer vos grands-parents, vos parents. Peut-être regarder au niveau de votre grand-parent et les différents enfants, donc peut-être un peu élargir à oncle et tante, et vous verrez un peu le schéma qui s'est reproduit. Parce que parfois, vous avez un parent dysfonctionnel et étrangement, ses frères et sœurs sont exactement pareils. Oui, parce qu'ils ont été éduqués selon un mode. Et regardez, ça descend, ça duplique. Quand vous ne connaissez que ça dans votre cercle, vous pourriez dupliquer des choses qui sont toxiques et qui ne sont pas du tout OK, qui feront des dégâts sur vos enfants, parce que vous pensez que c'est normal et que donc c'est bien. Parce que, papy et mamie faisaient ça, papa, maman faisaient ça, tati et tonton, ils faisaient ça. Ouais, mais en fait, vous venez de la même lignée qui est dysfonctionnelle, en fait. Donc, vraiment, analysez tout ça. Et le problème, souvent, c'est que quand on a fonctionné d'une façon dans la famille, on a connu quelque chose de très dysfonctionnel, on va soi-même ne pas savoir que ça, c'est pas normal et que c'est dysfonctionnel. Donc, il y a une chance sur deux pour que vous vous remettiez en couple avec quelqu'un qui a les mêmes dysfonctionnements parce que dans sa famille, c'est le même bordel et que vous n'avez même pas capté que vous avez été recherché exactement. Vous êtes tombé dans le piège. Alors que éventuellement, ce fameux conjoint avec qui vous avez choisi d'être en couple, eh bien, peut-être que vos potes, vous, ne serez pas tombés dans le piège, en fait. Parce qu'eux, ils n'ont pas été éduqués selon le même schéma et que ça, eux, ils auraient capté que même contre tout l'argent du monde, pas question d'être en couple avec quelqu'un comme ça. Sauf que si vous êtes quelqu'un de fermé et que vous ne parlez pas avec les gens de votre vie, vous pouvez rester enfermé dans votre cage pendant plusieurs décennies de votre vie où personne ne vous a dit que, personnellement,
il y a quelque chose qui cloche dans ton conjoint. C'est pas normal là, hein. Non, parce que si vous vous racontez, vous vous ouvrez jamais, vous vous mettez jamais à nu, vous parlez pas de vous, qu'en soirée vous parlez que de foot, de maquillage ou de conneries, personne ne peut vous dire que c'est pas normal en fait. Donc en fait, vous restez avec vos œillères pendant des décennies en pensant que la façon dont ça fonctionne dans votre foyer quand il n'y a personne, que c'est normal. Parce que même si vous côtoyez les gens pendant un week-end, votre conjoint peut porter un masque pendant un week-end. Un week-end, on y arrive. Par contre, partez en vacances 2 semaines. Vous êtes quasiment sûr qu'en 2 semaines, il y aura un moment où le masque va tomber. Mais sur un temps court, c'est facile de faire illusion. Et vous pouvez rester aveuglé très longtemps. Et à côté de ça, si vous avez connu une cellule familiale où la toxicité était tellement extrême que vous rencontrez un conjoint où dans sa famille, au lieu d'être à toxicité extrême, c'est toxicité un peu moins importante, vous allez peut-être aduler sa famille à ce conjoint en vous disant « cette famille est géniale ». Non, non, non. C'est juste que c'est moins pire que la tienne, mais c'est extrêmement toxique aussi. C'est que juste au lieu d'être à toxicité puissance 10 000, c'est toxicité puissance 5 000. Mais c'est pas ok du tout non plus. Mais vous dites c'est déjà moins pire, donc ça veut dire c'est bien. Non, c'est pas du tout ok. Et tous ces modes d'éducation, c'est ça qui crée le côté sucre d'orge dans la descendance, parce que on vous a empêché de développer quelque chose en vous, soit de savoir vivre vos émotions, relever les défis. Il n'y a pas eu d'éducation, on vous a demandé d'étouffer, mais étouffer et vous demander d'être fort comme un roc, c'est pas ça qui éduque. C'est que étouffer, et le jour où vous allez vivre des épreuves où vous ne pourrez pas étouffer votre émotion, vous savez pas gérer ce torrent à l'intérieur. Et quand vous avez 40 ou 50 ans ou 60 ans et que vous devez accueillir ce torrent que vous n'avez jamais su accueillir avant, ben vous avez un retard énorme dans la gestion émotionnelle comparé à une personne qui, elle, a déjà appris à partir du terrible tout, à partir des 2 ans. Ben ouais. La phase du terrible tout à 2 ans, vous pensez qu'elle sert à quoi? L'enfant commence à gérer la frustration, le non, l'opposition, le compromis dans les besoins. Si vous, on vous a tout ce retard qui aurait dû se construire à partir de l'âge de 2 ans et tout au long de votre vie, vous avez un retard inévitablement. Essayez d'observer. Moi, je sais que j'ai beau être très maternelle, j'ai quand même un mode d'éducation. Voilà. Donc en fait, je suis dans la nuance de gris. Contraction. Les guides l'ont souvent dit, c'est pour ça qu'ils aiment que je parle de parentalité. Même si je n'ai pas été parfaite tout le temps, hein, mais j'ai toujours su voir où étaient mes failles et les corriger rapidement. À côté de ça, ce qui fait que mes enfants, les gens trouvent qu'ils ont une maturité émotionnelle que parfois, eux, leurs propres enfants au même âge, n'ont pas. Oui, c'est-à-dire que ma fille, toute petite, même s'il y avait un truc prévu avec une copine ou des amis qui ont des enfants du même âge qui devaient venir, puis l'enfant est malade, c'est annulé, c'est pas grave. Ma gamine réagissait en mode, c'est pas grave. C'est pas grave, elle faisait autre chose. Même des soirées Halloween annulées parce que malade, etc. Elle se mettait pas à se rouler par terre et ça... Non, pourquoi? Parce que elle avait déjà appris le non avant. Elle avait déjà appris la frustration. Donc en fait, elle restait comme un petit rayon de soleil, c'est pas grave. Il y a pire. Vous voyez? Donc en fait, inévitablement, sur le parcours de vie, on développe des choses comme ça.
Donc inévitablement, quelqu'un qui a toujours eu oui toute sa vie et qui jusqu'à ses 50 ans va se rouler par terre dès qu'on lui dit non en mode ah, c'est sûr que c'est beaucoup moins sexy. Il y a quand même un retard, il faut quand même le développer à un moment. Vous ne pouvez pas être un sucre d'orge tout le temps. Vous êtes obligé de vous confronter à la frustration au nom de ne pas avoir ce que vous voulez. Et vous allez devoir apprendre à vous gérer vos comportements quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Pour moi, cette partie-là a été facile, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai été éduquée que moi, j'ai pas reçu beaucoup dans ma vie. Donc inévitablement, toute cette partie-là n'a pas été compliquée pour moi. Non, mais moi, ça a été dur de voir les autres en souffrance. C'était autre chose, vous voyez, de pas jouer au Saint-Bernard tout le temps, pour pas voir les autres souffrir. On a tous nos failles, on est tous sucre d'orge sur quelque chose. Je vous donnerai plein d'exemples pour que vous compreniez d'où ça vous vient et que vous acceptiez de traverser ces moments inconfortables parce que c'est là pour vous transformer et développer votre maturité émotionnelle. Donc arrêtez de toujours être en train de rager, de pleurer, de taper du poing quand ça ne se passe pas comme vous voulez. On est en train de vous faire travailler quelque chose, de vous rendre plus stable. Parce que quand vous êtes instable, vous êtes toxique pour les autres. Vous êtes toxique pour les autres. C'est pas agréable de vivre avec vous quand vous êtes comme ça. Croyez-moi, je suis l'exemple type de la personne qui a connu ça toute sa vie. C'est pas agréable, c'est pas agréable. Ça force les autres à être en suradaptation avec vous, c'est insupportable. Ils vont devoir marcher sur des œufs, ils vont devoir vous consoler tout le temps. Mais eux, vous leur donnez quoi, vous, à ces gens-là? Il est où le donner-recevoir? Vous les nourrissez positivement quand? À quel moment? Vous leur prenez, mais ces gens-là, eux, ils reçoivent de qui? Bah moi, c'est mon parcours de vie. Voilà, c'est mon parcours de vie. Les guides voulaient que je vous relate euh, une phrase que, je sais pas, j'avais écrit il y a très longtemps et les guides veulent que je vous la sorte là aujourd'hui. Cette phrase, c'est moi, hein. Le jeu, c'est moi dedans. J'ai appris, moi, à prendre les coups des violences invisibles et j'ai fait ça toute ma vie en fait. Endosser les coups des violences invisibles. C'est les dégâts que ça fait sur un enfant qui grandit avec des parents qui ne savent pas gérer leurs émotions. Et toute ma vie, j'ai baissé ma valeur pour les faire passer eux, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai toujours fait passer les gens avant moi. Tout le temps. Tout le temps. Les guides le confirment avec une contraction, vous voyez? Ça, c'est mon parcours de vie. Voilà les dégâts que ça fait. C'est que si vous ne travaillez pas votre côté sucre d'orge, ben vos enfants, certains vont devenir dans une forme de toxicité qui sera évoquée dans d'autres vidéos, et certains vont subir comme moi, pour se suradapter sans cesse à vous. C'est ce que vous n'avez pas fait des enfants pour ça, je pense pas. Vous n'avez pas fait des enfants pour qu'ils soient votre sauveur. Vous n'avez pas fait des enfants pour que vos enfants deviennent votre pilier à vous, qu'ils vous nourrissent. Vous n'avez pas fait des enfants pour que vos enfants deviennent votre parent à vous. Vous donnez quoi? Quelle est la qualité de ce que vous donnez?
Et quand vous vous mettez en couple, vous vous mettez en couple pour que l'autre vous nourrisse face à votre place, ce que vous n'avez pas envie de faire, ce qui est inconfortable de faire. Vous vous mettez en couple quoi? Pour avoir ou pour la personne? Vous cherchez le profit? Vous faites quoi? Vous voyez, de ne pas travailler son côté sucre d'orge, voilà toute la toxicité que ça engendre. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on met un extrait de livre? Ok, un extrait de livre, ils aiment ça en ce moment. Je suis allée chercher mon cahier, comme d'hab je l'ouvre à une page au hasard, mais ça ouvre toujours à la bonne page, c'est comme les cartes. Et donc le message que j'ai, c'est être parent, c'est permettre à un enfant de devenir indépendant et alors fier de ses succès à lui et l'en féliciter. Et non chosifier cet enfant, le rendre dépendant de soi pour ensuite s'attribuer égotiquement ses succès comme si ces succès vous appartenaient. J'estime que ces succès sont les siens et non les miens. C'est très rigolo, je pensais que c'était un extrait de livre, mais c'est un extrait de moi. J'ai pas fini. C'était une story que je vous avais faite il y a longtemps. Un parent porte son enfant et lui apprend à gagner confiance en lui, afin qu'il ne soit pas dépendant de lui, mais être là, pas loin, en cas de besoin. Moi, je souhaite être un parent qui apprend à son enfant à être libre, et même libre de moi. Ça m'émeut parce que j'ai écrit ce texte il y a très longtemps, cette story, c'était il y a très longtemps. Et ça reste mon alignement et mes valeurs. Malgré tout ce que mes enfants ont dû traverser depuis 1 an, j'ai tout fait dans cette lignée-là. Car pour moi, c'est important, pour quelqu'un qui a souffert de ça toute sa vie. Je ne souhaitais pas que mes enfants portent la même souffrance que moi. Donc j'ai fait très attention dans ma parentalité d'être alignée avec ce que j'avais moi-même expérimenté et de ne pas leur faire vivre le même enfer en fait. Je n'ai jamais souhaité que mes enfants soient des sucres d'orge, mais je les ai cajolés quand même. J'ai été dans cette nuance de gris, en fait, je les ai pas, c'était pas le goulag, c'était pas, on n'était pas j'étais pas en train de, c'était pas le camp militaire en fait. Je les ai cajolés, je les ai appris à être fiers d'eux, mais pas à chercher à ce que moi je sois fière d'eux. Je ne dis jamais je suis fière de toi. Je dis j'espère que tu es fière de toi. C'est bien, c'est génial, bravo. Je leur apprends à être fière d'eux, je fais pas en sorte qu'ils cherchent ma validation. Je veux pas être le centre de leur monde. Je veux qu'ils apprennent à faire. Je veux pas qu'ils soient dépendants de moi. Je cherche pas à les posséder. Je veux qu'ils soient libres, oui, et même libres de moi, oui. Je ne souhaite en aucun cas chosifier mes enfants. Je ne veux pas qu'ils fassent les choses pour moi. En aucun cas. Ni en fonction de moi. Bien sûr, je veux qu'ils me respectent, c'est la base. Le donner-recevoir. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours eu des règles. Les règles de respect, les règles... Mais ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ils ont le droit de me le dire. Et j'en prends note. Parfois, ça leur est arrivé de trouver que j'étais trop dure. Enfin, mon fils, le premier on tâtonne. Et il me l'a dit. Ben, je me suis excusée et je lui ai montré, bah t'as vu, j'ai changé ma façon de faire.
Mais, inévitablement, voilà, je leur apprends à ne pas être sucre d'orge, mais ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'être tristes, ils ont le droit d'être en colère. On en parle et parfois ils évacuent leurs émotions et ils n'ont pas besoin que je les conseille. Parfois, juste écouter. Juste dire, bah oui, je comprends. Parce que sa journée a été compliquée, qu'il y a des choses qui l'ont saoulé. Être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est tout. Pendant ce temps-là, bah, il gère sa frustration, etc. Ça évacue. Voilà. Je suis pas toujours en train de ramener mon grain de sel. Parfois, ils ont juste besoin d'évacuer. Ils n'ont pas besoin de leçons de morale tout le temps. Parfois, ils ont juste besoin qu'on les écoute, qu'on les comprenne, c'est tout. Et qu'on s'en mêle pas. Ils sont juste en train d'exposer leur agacement d'un fait qu'ils vivent. Par contre, il y a des situations où ils cherchent un soutien, comme ma fille, bah, je veux pas aller à l'école parce que, ben si ma chérie, sinon ça va toujours être comme ça, tu auras toujours peur, il faut aller affronter le truc, et puis on parle du défi, voilà. Ce soir, elle sera contente, elle aura relevé son défi. Le fait que ça ait décalé 3 semaines, ça lui a laissé 3 semaines de plus pour gérer son émotionnel, de se préparer autrement, et ce matin, elle est partie, elle n'avait pas peur d'y aller. Mais il y a 3 semaines, ça l'a dépité. J'ai tellement eu des anecdotes ces derniers temps, mais comme je n'ai pas tourné de vidéo, j'ai pas tourné de vidéo sur tout ce que j'ai vécu, mais en fait, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. De toute façon, déjà, il y a eu le deuil, etc. Donc, inévitablement, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, n'oublions pas que cet été, Alexis, il a vécu quand même quelque chose de très compliqué, hein. Il a eu une péritonite puissance 10 000, hein. Les médecins le disent, hein. Il aurait pu y rester. Voilà, contraction. Et Lali, ça a été dur pour elle aussi, donc inévitablement, niveau défi émotionnel, Alexis, la copine de classe morte brûlée vif, hein, il y a eu des gros défis, hein. Il y a des gros défis, hein. Donc inévitablement, quand parfois vous voyez, vous êtes dans votre énergie sucre d'orge, vous vous êtes cassé un ongle, et vous trouvez ça compliqué à gérer, vous voyez, vous avez quand même un retard de développement émotionnel, hein, parce que normalement, tout ça, on le travaille déjà quand même jeune, hein, les épreuves de vie, pour dire qu'après, tout ça, ça soit acquis pour nous. Et le problème, c'est que si vous ne savez pas du tout gérer votre émotionnel, ben, on va vous envoyer des défis pour apprendre à le gérer, hein, donc faites-vous aussi un peu, sortez un peu de cette énergie sucre d'orge et acceptez de relever vos propres défis, c'est pour votre transformation, hein. Mais croyez-moi, vous vous sentirez mieux après, hein. Donc acceptez l'inconfort temporaire, ça fait partie du chemin. Voilà. Il y aura plein d'autres vidéos sur cette thématique-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous et à bientôt.